Elles viennent de Moldavie, d'Ukraine ou d'ailleurs. Elles cherchaient du travail, un avenir. Abusées, trahies, elles se sont retrouvées prises au piège, dans les griffes des marchands d'esclaves. Ça se passe chez nous. On ne peut pas continuer à l'ignorer. Elle rêvait comme rêvent les filles de leur âge. Elle rêvait comme on rêve quand on a 17 ans. Elle rêvait de quitter leur quartier, leur village, et puis un jour d'aimer et d'avoir des enfants. Les filles de l'Est. Elle rêvait d'échapper à ce destin trop dur qui avait condamné leur mère derrière le mur. Elle rêvait d'évasion à 1000 lieues de croire, à la pire des prisons, au pire des cauchemars. Les filles de l'Est. Oksana, piégées par des barbares, elles pouvaient pas savoir. Esclaves dans la gueule de ces chiens, elles étaient innocentes, ils les ont faites putain. Je déclare la guerre à tous les salopards, tous les marchands de chair et tous les charognards, ceux qui vendent des filles contre quelques dollars et ceux qui les ont prises sans chercher à savoir. Je déclare coupables tous ceux qui ne font rien, politiques et notables qui s'en lavent les mains. Je déclare coupables tous les pauvres dégueulasses, capables d'oser encore se regarder dans la glace. Je déclare la guerre au marché de la honte et les vies qu'on enterre dans des bordels immondes. Et au nom des victimes, j'appelle à se lever pour dénoncer ce crime contre l'humanité. Oksana, Marouchka et les autres, si pour vous c'est trop tard, un jour ils vont payer vos larmes et vos corps déchirés. On laissera pas tomber, on va pas oublier. Les filles de l'Est. Les filles de l'Est. Les filles de l'Est. Chanteur engagé, Philippe Decourroux, soutenu par l'association Espoir Diffusion, milite dans diverses actions sociales et plus particulièrement contre le trafic de femmes et d'enfants à des fins d'esclavage sexuel. C'est la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. À contre-courant. C'est ce film, Trafic humain, qui m'a ouvert les yeux sur ce qui se cache réellement derrière l'industrie du sexe et qui m'a permis de découvrir que dans l'esclavage moderne, la réalité dépasse malheureusement de beaucoup la fiction. J'ai alors décidé de m'engager à lutter contre ce crime en essayant de sensibiliser l'opinion publique et les jeunes en particulier face
à ce qui représente une intolérable forme de violence à l'égard des femmes. Avec un chiffre d'affaires annuel qui se compte en dizaines de milliards de dollars, l'industrie du sexe est aujourd'hui plus lucrative que les trafics d'armes et de drogue. Selon les rapports des Nations Unies, 2,4 millions de femmes et d'enfants dans le monde tombent chaque année dans les filets des trafiquants. Parmi ces victimes, 500 000 proviennent des pays d'Europe de l'Est. Des chiffres qui, depuis une vingtaine d'années, ont été en constante augmentation. Mais qui sont ces jeunes femmes et comment peuvent-elles se faire piéger ? Pour essayer de comprendre, nous partons pour la Moldavie. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est le pays le plus pauvre d'Europe. Ici, plus encore que dans les autres pays de l'ancien bloc communiste, la chute de l'Union soviétique a entraîné la baisse d'un niveau de vie déjà extrêmement faible. Un taux de chômage élevé, des salaires de misère et des perspectives d'avenir très limitées poussent nombre de jeunes Moldaves à chercher du travail à l'étranger. Elles s'exposent alors à devenir les proies faciles de trafiquants sans scrupules. Nous rencontrons Vladimir, pasteur et enseignant qui, avec son épouse Yulia, a fondé Beginning of Life au début des années 2000. Cette organisation, qui emploie aujourd'hui 17 personnes, offre une structure d'accueil pour les victimes de la traite, mais s'occupe également de prévention auprès des jeunes et de diverses actions sociales, notamment dans les écoles et les orphelinats. Il y a 20 ans, la Moldavie faisait partie de l'Union soviétique et comptait 4,5 millions d'habitants. Depuis la chute de l'URSS, en 1991, près d'un quart des Moldaves ont quitté le pays. Parmi les 3,5 millions qui sont restés, 1 million travaillent à l'étranger, 700 000 légalement, 300 000 illégalement. Une grande partie de ces 300 000 personnes sont des victimes du trafic humain. Durant les 10 dernières années seulement, 30 000 jeunes Moldaves ont disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Beaucoup d'entre elles ont été piégées par des loverboys, des jeunes hommes spécialement formés pour les appâter en leur promettant un avenir et du travail à l'étranger. Mais nous connaissons aussi des cas où les filles ont été vendues par un ami, un professeur, un membre de leur famille et même par leur propre mère. Il faut savoir que pour environ 80% de la jeune génération, la seule perspective d'avenir, le seul espoir, c'est de quitter la Moldavie. Pourquoi ? Parce qu'ici, un salaire moyen est de 200 à 250 euros par mois, ce qui équivaut au loyer d'un appartement de 2 chambres. Comment peuvent-ils se nourrir, se vêtir ? Parmi les groupes à risque, il y a tout premièrement les orphelins. Quand ces derniers finissent l'école, ils doivent quitter l'orphelinat. Ils se retrouvent sans appartement, sans connaissances, sans famille et bien sûr, sans emploi. Généralement, ils ne peuvent pas non plus accéder à l'université à cause du faible niveau d'éducation qu'ils ont reçu. Il y a quelques années, on comptait un peu plus de 33 000 orphelins en Moldavie. C'était beaucoup trop pour le gouvernement qui a mis en place une politique d'adoption. Les orphelinats devraient fermer et les enfants seraient placés dans des maisons d'accueil, puis dans des familles d'accueil. Il fallait alors encourager et motiver les familles moldaves à adopter.
Pour mettre en œuvre ce projet, le gouvernement a ouvert beaucoup de petits foyers transitoires. Les enfants quittaient les orphelinats et étaient placés dans ces foyers pendant 6 mois. Le temps pour le gouvernement de leur trouver une famille. Mais à cause de la situation économique et du manque d'éducation de ma génération, les gens ne sont pas ouverts à l'idée d'adopter des enfants. Aujourd'hui, les statistiques officielles font état de 7000 enfants qui vivent encore en orphelinat. Où sont les autres ? Ils ont été transférés de foyer en foyer et personne ne sait précisément ce qu'ils sont devenus. En effet, pour passer des 33 000 orphelins recensés il y a quelques années aux 7 000 d'aujourd'hui, il aurait fallu que 26 000 enfants soient adoptés, ce qui est très très loin de la réalité. Nous nous rendons dans un orphelinat pour un concert, mais nous ne sommes pas autorisés à filmer les enfants. Nous ressentons fortement l'enjeu politique qui se cache derrière ce thème particulièrement sensible. Dans le second groupe à risque, nous trouvons les orphelins sociaux. Des adolescents qui ont des parents, mais des parents qui travaillent à l'étranger et qui, depuis des années, n'ont que des contacts épisodiques avec leurs enfants, surtout si ces parents sont des immigrés illégaux. Ils envoient de l'argent à leurs enfants et ces derniers restent chez eux tout seuls. Ils ont de l'argent, mais ils restent sans contrôle, sans éducation, sans amour. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de cas de ces enfants dans nos villes et nos villages. Dans la capitale, vous pouvez en trouver de partout. Et bien sûr, ils sont des proies faciles pour les recruteurs. Lors de notre visite du centre d'accueil de Beginning of Life, nous rencontrons plusieurs victimes de la traite. Par mesure de précaution, sachant que tout danger n'est pas écarté pour elles, nous ne filmons pas leur visage. Ici, dans une atmosphère sereine et une ambiance familiale que la plupart n'ont jamais connue, ces jeunes femmes sont initiées à la couture et à divers petits travaux artistiques et de bricolage. Elles bénéficient de l'accompagnement d'un personnel compétent avec qui elles peuvent entrevoir de trouver les éléments indispensables à la reconstruction de leur vie brisée. L'une d'entre elles est enceinte, sur le point de mettre au monde un enfant dont elle ne connaîtra sans doute jamais le père. Leurs histoires se ressemblent. Le viol, l'abus et même l'inceste sont des dénominateurs communs chez ces victimes dont beaucoup portent les marques indélébiles de l'hépatite, de la syphilis ou du sida. Ce n'est que peu à peu, encouragées par l'écoute et l'empathie du personnel du centre, qu'elles parviennent à se libérer en racontant leur parcours. Sur la base de l'un de ces témoignages, nous avons reconstitué l'histoire de Tatiana. Je m'appelle Tatiana. Je suis née en Moldavie. À 19 ans, après mes études, il n'y avait pas de travail pour moi dans mon pays. Un jour, un ami m'a proposé de travailler en Autriche. Alors je suis partie avec lui. Quand j'ai passé la frontière, il m'a pris mon passeport et m'a conduit dans une maison. Là, il m'a vendu à des trafiquants. Ils m'ont battu, violé, pendant des jours et des jours. Je ne peux pas tout dire. Puis ils m'ont forcé à la prostitution. Ils ont menacé de tuer ma famille si je refuse. J'ai été violée encore et encore. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas d'argent.
j'avais juste de quoi manger. Alors je suis tombée malade. J'ai été enceinte et ils m'ont fait avorter. Et tout a recommencé. Ça a duré 2 mois. Un jour, la police est arrivée. On m'a interrogée. Mais j'ai peur pour ma famille. Alors je ne peux rien dire. Je ne peux pas rester ici dans ce pays. Je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai peur. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Je sais aujourd'hui qu'il y a des centaines de milliers de filles qui sont comme moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Ce premier séjour en Moldavie me laisse un très fort sentiment d'impuissance. La situation économique et sociale du pays reflète en effet celle de l'ensemble de l'ancien bloc communiste, mais également celle de tant d'autres parties du monde où la précarité et la misère sont exploitées par les trafiquants. Je rentre en Suisse avec cette question qui ne cesse de me hanter. Que faire pour ces jeunes filles ? Lors de mes tournées de concerts, je visite de nombreux quartiers rouges d'Europe, mais aussi d'Afrique, de Madagascar et des Caraïbes. J'y rencontre de très jeunes femmes. Beaucoup sont encore adolescentes et leur parcours ressemble à celui de Tatiana. Très souvent, le dialogue est impossible, car leur connaissance du français se limite à la prestation qu'elles proposent et au prix demandé. Mais lorsque nous parvenons à communiquer, le masque de prostituée tombe, laissant apparaître toute la détresse d'une enfant abusée et meurtrie. Je me souviens de la fragilité du regard de cette adolescente dans une vitrine de Bruxelles. Quand je me suis approché pour savoir qui elle était et d'où elle venait, la seule chose qu'elle a pu me dire, c'est 40 €. Je trouvais tellement cruel qu'elle doive jouer ce rôle qu'on lui impose et qu'elle soit exposée comme de la viande et utilisée comme une poubelle. En voyant son Mac à proximité et en entendant les commentaires des hommes dans la rue, je l'ai quitté avec un lourd sentiment de non-assistance à personne en danger. Certains soutiennent que la prostitution est le plus vieux métier du monde, mais je considère cette affirmation aussi gratuite que discriminatoire pour l'image de la femme. Comment ose-t-on parler de métier quand on sait que 70% des prostituées présentent de graves troubles psychologiques identiques à ceux des victimes de guerre? Quel parent digne de ce nom accepterait d'envoyer sa fille de 16 ans, leur fille de 16 ans, en stage de formation dans un bordel? Il faut vraiment arrêter de parler de la prostitution comme d'un métier. Pour essayer de faire bouger les choses, Philippe entreprend de donner des conférences sur ce sujet. C'est à la première de ces conférences qu'il rencontre Marcel Georgel, pasteur à Nantes. Depuis lors, Marcel, avec son épouse et une petite équipe, a démarré un travail parmi les prostituées de la ville. Philippe découvre avec eux les rouages de la prostitution africaine. Ici, en échange de la promesse mensongère d'un bon travail en Europe, les victimes ont contracté une très lourde dette de frais d'émigration. Dans la majorité des cas, le contrat a été scellé par une cérémonie occulte.
Mais là, on parle clairement de sorcellerie, je veux dire. Ah oui, c'est des pactes qu'elles font, enfin, on leur fait boire du sang. Et puis il y a une marque aussi qu'elles ont. Certaines, elles ont des marques ici ou dans le cou. Et ça montre une sorte d'appartenance, si on veut. Par ce signe-là, tu m'appartiens.